Bonjour à tous, nous sommes Irina et Lola, préparatrice physique et préparatrice mentale, et bienvenue sur le podcast Au sommet, l'équilibre de sa performance, votre guide qui vous aide à trouver le chemin de votre épanouissement sportif. Nous aidons les sportifs à trouver ou retrouver l'équilibre de leur performance grâce à la préparation mentale et physique. Notre mission est de vous aider à créer un état d'esprit résilient et une condition physique optimale afin que vous puissiez surmonter les obstacles, atteindre vos objectifs et développer votre plein potentiel. Retrouvez-nous 2 fois par mois pour un épisode en duo et un épisode en solo. Salut à toutes et à tous, c'est Irina. Salut Lola. Salut Irina. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de votre podcast Au sommet, l'équilibre de votre performance. Et aujourd'hui, ça fait 1 an, enfin aujourd'hui non, ça fait à peu près 10 jours que ça fait 1 an qu'on a lancé notre podcast. Et tout ça pour vous dire qu'on a fait un petit coup de jeune dans notre visuel pour renouveler un petit peu l'offre qu'on vous propose. Et au-delà de ça, on garde les mêmes objectifs, toujours vous transmettre nos connaissances et évoluer avec vous dans ce qui se passe en préparation physique, en préparation mentale. Et comment on peut relier les deux. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus ? Ouais, bah franchement c'est trop cool et ça fait trop bizarre de dire que ça fait déjà 1 an. Et en 1 an, on est quand même aujourd'hui à 28 épisodes, donc c'est trop bien. Toujours ce même format qui nous correspond très bien et qui, selon vos retours, correspond aussi très bien. Donc on est plutôt fiers de pouvoir garder aussi cette alternance et cette cohérence dans nos épisodes. Donc on est super contente de continuer cette aventure avec vous et voilà. Et aujourd'hui, on va pouvoir parler un peu plus d'un sujet un peu plus précis qui est la planification, où on va mettre en avant surtout comment est-ce qu'on arrive à se coordonner en prépa physique, en prépa mentale. Là où en prépa mentale, on a encore un peu de mal à vraiment bien se coordonner parce que c'est pas encore la norme de vraiment être dans un staff, donc c'est compliqué. Donc comment faire quand 2 personnes isolées essayent de se coller un peu à une planif. On va échanger un petit peu sur ça, comme d'habitude sous forme de discussion et voilà. Et peut-être que pour introduire, on pourrait peut-être présenter un peu la planif. Donc c'est plus ton expertise à toi, Irina. Donc est-ce que tu pourrais un peu expliquer ce qu'est la planif, comment est-ce que toi tu mets ça en place, voilà, les bases un petit peu déjà. Ouais. Alors la planification, du coup, on va vraiment se centrer sur une programmation, enfin une planification de club. Donc avec une saison qui va durer de fin août au début septembre jusqu'à fin juin, début juillet. On va parler de ce genre de saison-là. Donc on peut retrouver dans des clubs sportifs, des associations sportives en général. Au début de la saison, donc tout dépend de quand est-ce que commence votre saison. À l'Aviron, c'est en septembre, mais il peut y avoir des sports où ça commence vers janvier. Tout dépend du calendrier de compétition. Mais voilà, on se prend bien 10 mois avant les grosses compétitions, avant les championnats de France ou des régates internationales, des compétitions internationales. Voilà, donc on se prend bien 10-11 mois avant ça. Et du coup, ça va être le moment de l'année qu'on appelle plutôt pré-saison, où ça va être 1 mois, on va replacer des bases, souvent on revient de la saison précédente avec une période de récupération, on a lâché un petit peu l'activité, donc ça va être le moment où je vais reprendre l'activité petit à petit, et en fait ça va être toute une période d'athlétisation. On va faire vraiment de la préparation générale, je vais toucher à plein d'autres activités ensuite, mais voilà, c'est reposer un socle où je vais pouvoir retravailler avant de reprendre concrètement mon activité. Et dans cette période-là, de pré-saison, de début de saison, c'est le moment où on va établir les objectifs de fin d'année, donc avec un individu ou avec une équipe. Donc c'est là où je vais faire des réunions, voir ce qui s'est passé l'année passée, l'année N-1, et du coup voir cette année qu'est-ce qu'on peut faire, quel est l'objectif. Et ensuite, établir des points de passage tout au long de l'année. Donc ces points de passage, ça va peut-être être une qualification pour les championnats de France ou une régate, une compétition, toujours je vais dire régate, une compétition qui est importante dans l'année pour pouvoir se confronter à tel type de concurrence. Donc voilà, ça c'est vraiment un point qui est important pour l'entraîneur et pour les athlètes,
pour vraiment faire une mise au point. Ok, on sait qu'on va partir sur ça cette année. Ça peut être amené à évoluer, mais au moins ça nous donne un fil conducteur pour commencer. Donc comment la préparation mentale elle s'inscrit dans cette période-là qui est quand même charnière parce qu'on revient de la récup, on revient d'un arrêt de l'activité, donc il faut se remettre dedans et pouvoir créer de la motivation pour commencer l'année correctement. Ouais, c'est exactement ça en fait. Ce que tu dis, c'est remettre un peu la motivation. Donc c'est exactement la même chose. En début de saison, quand vous faites vos réunions au club, etc., derrière, le taf, ça va être de fixer en fait les objectifs. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est que on dit je veux faire ça à la fin de l'année, et donc on va aller creuser un petit peu en préparation mentale. Comment faire avec ces points un petit peu de passage que vous avez définis, mais on va chercher en fait le processus. Ça paraît des choses toutes simples, mais qu'est-ce que je dois faire pour arriver à ça ? Il faut déjà que je reprenne mon entraînement, que je retrouve mes capacités au niveau du cardio, que j'apprenne peut-être mieux à gérer mon stress que l'année passée, parce que ça m'a un petit peu causé dans ma performance, etc. Vraiment, en fait, aller creuser dans les objectifs un peu plus loin, individuellement, là où, en fait, début de saison, on dit devant tout le monde ce qu'on veut faire, tout le monde est au courant, mais maintenant, il faut que individuellement, chacun puisse avoir une liste précise de ce qu'il doit faire en fonction de ses capacités, de ses besoins et ses objectifs. Donc il y a cette question de motivation, comprendre ce qui nous motive vraiment, dans quel sens je peux tourner mes objectifs, parce que entre une personne qui va absolument être motivée par gagner et une personne qui veut avant tout s'éclater avec ses copines dans son sport, c'est aussi différent. Donc il faut réussir à comprendre un peu ça et faire comprendre surtout aux sportifs que voilà, ta motivation première, ça reste le plaisir et les émotions que tu as dans ton sport, et c'est cette clé-là qui va t'apporter la performance. Alors que l'autre, il a plus besoin d'avoir une adversité, par exemple, ou d'être confronté directement à des chronos, est-ce que je suis le meilleur, donc je vais chercher telle personne pour voir que je progresse. Et en fonction de ça, on peut un peu plus définir personnellement des objectifs pour atteindre l'objectif et la performance précise de fin d'année. Après, c'est surtout revenir un peu à une organisation. Qu'est-ce qui a bien fonctionné sur moi la saison passée, en termes de routine, qu'est-ce que j'ai besoin en termes d'hygiène de vie globale ou même en termes de routine à l'entraînement pour retrouver cette motivation. Si je prends du plaisir maintenant, j'arriverai à trouver quelque chose qui me permet de prendre du plaisir aussi en saison hivernale, où je peux quasiment pas aller sur l'eau, que je fais que de l'ergo, que de la muscu, où il y a des mois entiers où il fait noir quand j'arrive au club et il fait encore plus noir quand je ressors du club. Voilà, donc cette saison un peu qui peut être un peu dépressive, on va dire, où ça peut être plus compliqué. Donc là, c'est plus en fait exactement la même chose que ce que tu vas faire, mettre en place des objectifs pour avoir un fil conducteur pour le reste de la saison et déjà avoir des petites étapes ou des petites idées de ce qu'on va pouvoir faire avec une liste précise en fonction des types de motivation de la personne, on va dire. Ok. Et oui, du coup, ça s'inscrit bien dans la préparation physique, enfin même l'entraînement en général, où on est vraiment sur les mêmes idées. Et du coup, toute cette période-là, on va faire un peu, c'est pas, je sais pas comment dire, un reset. Enfin, le reset est déjà fait, mais repartir presque d'une page blanche et de recommencer à écrire, apporter des remédiations par rapport à ce qui a été fait l'année passée, ce qui a bien marché, ce qui n'a moins bien marché. Et c'est un truc que j'avais fait au tout début de la saison avec le public que j'encadre. On avait fait une réunion collective. Vraiment, j'avais 20 jeunes garçons devant moi pour me parler. Déjà, ça me permettait de me présenter parce qu'on était au tout début de l'année et ils ne me connaissaient pas. Donc j'ai parlé un peu de moi, mais aussi de leurs objectifs à eux, qu'ils puissent le verbaliser. Et le verbaliser devant les autres. Je trouvais ça important parce que quand on a une équipe et qu'on est nombreux comme ça, peut-être que on va pas forcément avoir les objectifs que certains et donc ça peut créer des décalages où je sais que moi j'ai envie de faire champion de France et je sais que mon collègue là qui a peut-être le même niveau que moi, lui il a pas forcément envie d'y aller, lui c'est faire des courses, s'éclater, etc. Donc je sais que je pourrais pas lui demander, ce sera pas le même niveau de motivation quand on arrivera au championnat de France. Alors que, je trouvais ça important de le verbaliser et que chacun prenne conscience du niveau de motivation de chacun et surtout de la nature de la motivation de chacun. Peut-être que, comme tu as dit, ça peut être
soit de la motivation vis-à-vis du plaisir de l'activité, etc. Ou vraiment un besoin de concurrence, d'adversité, j'ai besoin d'être le meilleur, j'ai besoin d'être premier, de faire le meilleur temps, etc. Donc au moins ça permet d'établir un peu tout ça. Et puis du coup, moi ça m'a permis aussi de voir un peu les prétentions de chacun. Et j'en ai beaucoup qui veulent faire des médailles au championnat de France. C'est très bien. Moi, j'encourage l'ambition, mais par contre, ça veut dire qu'à l'entraînement derrière, je vais te demander peut-être un peu plus de choses que celui qui est là pour s'éclater, prendre du plaisir. Enfin, je ne vais pas avoir la même rigueur vis-à-vis d'un jeune qui a envie de faire champion de France et d'un jeune qui a envie de juste s'éclater, quoi. Voilà. Je ne serai pas aussi exigeante. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. Je ne sais pas si du coup, en préparation mentale, tu fais la différence aussi entre ces personnes-là, dans le sens où tu vas demander peut-être plus d'exigence aux gens qui ont vraiment un objectif de résultat, ou pas? Plus d'exigence, oui et non. En fait, ça va plutôt être dans la détermination d'objectifs. On va plutôt aller dans le détail avec ce type de sportif-là, c'est sûr. Parce qu'en gros, je caractérise avec 3 types d'objectifs différents. Objectifs de process, de performance et de résultats, où en gros les 3 sont liés. Mon résultat, ça va être, par exemple, réussir à faire une médaille au championnat de France. Donc mon objectif de performance, ça va être améliorer mes chronos, améliorer mon explosivité, améliorer ma technique. En fait, ma performance, c'est tout ce que moi, je peux réussir à développer, améliorer sans me comparer aux autres. Donc vraiment, individuellement, comment je vais pouvoir développer mes capacités. Et processus, c'est la manière de faire. C'est tout ce que je dois mettre en place pour réussir à atteindre ma performance et mon résultat. Donc je dois être plus régulier dans mes entraînements. Je dois peut-être faire un peu plus de footing pendant les vacances quand il n'y a pas de stage. Je dois peut-être travailler plus ma mobilité pour pouvoir aller plus loin et pour être plus efficace sur ma technique. En fait, on va creuser plus, alors que pour des personnes qui vont vraiment être dans le plaisir, on va surtout axer sur le fait de prendre du plaisir quand je suis à l'entraînement, le fait de retrouver le collectif, le fait de pouvoir avoir en fait en tête que c'est plutôt un jeu, un amusement pour aller chercher des petits défis pour me motiver. Et en fait, mes objectifs de process me permettent d'atteindre ma performance qui m'aide à atteindre mon résultat. Et en fait, on définit ça sur du court, moyen, long terme. Mon court terme aide mon moyen terme aide mon long terme. Et en fait, ça se lit dans tous les sens. Tous mes objectifs ont une utilité pour mon objectif central de faire ma performance optimale de l'année, en gros. Et après, ça va varier en fonction des types de personnes, etc. Et ça, du coup, c'est quelque chose qu'on recomplète après par rapport à quand on progresse un peu dans la planification, dans la période qui est plus période de charge ou quand on arrive proche des compétitions. Donc je sais pas trop combien de temps est-ce que tu estimes avant une compétition où on va augmenter un peu la charge d'entraînement. Mais en gros, à ce moment-là, il y a de la fatigue qui arrive et donc c'est à ce moment-là qu'on va revenir creuser un peu plus pour améliorer d'autres points. Souvent, il y a des doutes, il y a du stress qui arrive à ce moment-là. Mais combien de temps est-ce que tu vas avoir dans ta planif une phase un peu plus importante, plus d'efforts pour entraîner justement un peu cette surcharge pour ensuite revenir en forme le jour J? Du coup, après cette période de pré-saison, là, ça va durer 1 mois et demi, voire 2 mois. Et ensuite, on va parler d'une période un peu foncière, une période de charge, où on va avoir beaucoup de volume d'entraînement. Pas forcément beaucoup d'intensité, après ça dépend des activités, mais on va augmenter le volume, on va augmenter la charge d'entraînement. Donc la charge d'entraînement, c'est vraiment l'intensité. Donc l'intensité, ça va être, ça peut être ma vitesse, ça peut être les poids que je mets sur une barre, ça peut être, une allure demandée, une fréquence cardiaque demandée, une zone de fréquence cardiaque demandée pour une séance. Et le volume, ça va être la durée et le nombre d'entraînements. Donc le volume fois l'intensité, ça fait ma charge d'entraînement. Donc ça va être vraiment augmenter cette charge souvent c'est la saison hivernale, on a un peu moins de compétition, en tout cas en aviron c'est ça, on a moins de compétition, donc de fin octobre jusqu'à février, ça fait 5 mois. 5 mois où vraiment on va augmenter cette charge
et bosser sur de la technique, bosser sur beaucoup d'aérobie du coup. C'est là qu'on va créer notre socle, c'est là qu'on va mettre les bases et qu'on va pouvoir construire ensuite avec de l'intensité quand on va arriver sur des périodes de compétition. Parce que travailler son aérobie, peu importe le sport, c'est hyper important. Travailler son endurance, c'est très important pour pouvoir encaisser ensuite le volume d'entraînement. Donc ça va être progressif. De plus en plus, je vais travailler mon endurance. Et ensuite, ça va me permettre de pouvoir m'entraîner plus et d'assumer les séances d'entraînement qui vont être de plus en plus importantes et de plus en plus dures. Donc ce passage-là, il est obligé dans toutes les disciplines, que ce soit en haltérophilie, que ce soit en ski de fond, que ce soit en aviron. Quand je me tape, je pense aux haltérophiles qui se tapent 3 heures d'entraînement d'affilée, des fois 2 fois par jour. Même si c'est beaucoup d'explosivité, beaucoup de puissance, il faut quand même assumer les 3 heures d'entraînement. Quand je prends un rugbyman qui bosse beaucoup le sprint et qui court jamais, qui fait jamais d'aérobie, pour courir 80 minutes, ça va être compliqué. Ou pouvoir réitérer les efforts et pouvoir faire plusieurs sprints dans son match, ça va être compliqué. Vous se relever, s'allonger, se relever, s'allonger. Pareil, ça demande quand même une capacité d'endurance importante. Donc c'est à ce moment-là qu'on va le travailler, c'est pendant la saison hivernale où on a un peu moins de compétition. Et du coup, comme j'ai dit, beaucoup de volume, un peu moins d'intensité. La charge d'entraînement va être assez importante et c'est le socle de tout. Pendant ces 5 mois, ça peut être un peu routinier, c'est peut-être un peu redondant. Comme tu as dit, en plus il fait froid. Quand on parle d'aviron, il fait froid, on rame à l'extérieur. Quand il fait nuit, on ne peut pas ramer, donc on se fait beaucoup de séances sur l'ergomètre, on fait beaucoup de séances de musculation. C'est souvent les mêmes séances, donc ça peut paraître un peu redondant. Et c'est cette période de l'année où j'ai l'impression que le mental se forge aussi. Dis-moi ce que tu en penses de ce truc-là, c'est que via l'entraînement et via le travail qu'on fait, on se forge quand même le mental à ok, j'arrive à résister, j'arrive à faire ça. Et du coup, la compétition, elle devient plus simple, j'ai l'impression. Ouais, c'est la grosse période où on se forge un petit peu et c'est la période aussi où dû à la fatigue, on peut avoir beaucoup de doutes, beaucoup de stress, mais c'est souvent lié en fait à la comparaison. Si on arrive à bien rester focus dans ce qu'on fait, à comprendre pourquoi on fait ça et l'intérêt surtout sur la fin de saison, on va vraiment passer outre un petit peu la fatigue et sans trop se poser de questions, continuer à traverser un peu cette période. Et quand on va être plus dans la comparaison, voir par rapport aux autres, avoir l'impression qu'on est moins bon, on va avoir pas mal de doutes, pas mal de croyances. Et c'est ce qui peut un peu nous déranger en entraînement. On va pas réussir à s'entraîner à 100% déjà de par la fatigue et de par, je vais me dire, ça se trouve, elle arrive mieux que moi, pourquoi est-ce que j'arrive pas, est-ce que je vais vraiment réussir à atteindre mes objectifs, etc. Et c'est justement à cette période-là qu'en séance, déjà on va travailler la gestion de la fatigue, comment je récupère, comment est-ce que je peux optimiser, et on va directement casser en fait les croyances, les blocages qu'on peut avoir, les doutes, la gestion des émotions, parce que si à ce moment-là, j'arrive pas à bien m'entraîner, j'arriverai moins confiant le jour J. Parce que c'est exactement ce process-là. Si j'arrive à bien m'entraîner, à faire ce que j'ai envie, voir que je suis fatiguée, mais que j'arrive quand même à m'exploiter, à me libérer dans ce que je produis, le jour J, en fait, je vais me rappeler de tout ça et je vais être beaucoup plus confiant. Parce que le cerveau n'a pas de second degré, il n'a pas la différence passé, présent, futur. Donc si je me rappelle que toute ma prépa s'est bien passée, que j'ai atteint la plupart de mes objectifs, je vais arriver beaucoup plus confiant et je vais me projeter dans une compétition en étant confiant. Alors que si j'ai fait une prépa un peu catastrophique, j'ai un peu lâché la rampe parce que j'avais pas trop d'objectifs, je me comparais forcément aux autres, je me trouvais nulle, etc. J'arrive en étant vraiment morte de peur parce que j'ai pas confiance, je sais que ma prépa c'était pas dingue, donc physiquement et mentalement, pour le coup, c'est pas forcément au top. Et donc je me projette avec une compétition catastrophique. Donc, d'où l'importance d'avoir justement cette planif des deux côtés. Je sais ce que je dois faire, mais je sais surtout pourquoi je le fais, l'intérêt, et je casse directement ces doutes-là pour pouvoir le faire tranquillement et pouvoir être efficace. Et pour arriver à la compétition, avec peut-être un petit peu de stress, mais c'est à ce moment-là qu'on va le gérer, ou peut-être encore un peu de fatigue, mais c'est vraiment dû au travail d'avant qui a été produit. Et après, donc on arrive dans cette phase de pré-compétition, où là on va plutôt travailler du spécifique, on va dire. Donc de mon côté, plutôt la gestion du stress, si on est encore quelques jours avant, déjà retirer un peu ce stress, cette anxiété même qu'il peut y avoir,
travailler un peu de visualisation pour finir un peu de technique ou pour pouvoir se projeter un petit peu. Et si vraiment il y a un manque de confiance, on peut passer par des ancrages ou des choses comme ça pour retrouver cette confiance, si besoin, le jour de la compétition. Mais là, en fait, l'idée, c'est surtout de rappeler tout ce qui s'est bien passé pour avoir ça en tête, pour arriver confiant. Et après, c'est du détail. Si je veux vraiment être bien le jour J et que je sens que je suis un peu stressée, et ben on met en place des petits éléments pour retirer un petit peu mon stress. Mais en fait, tout part un peu des objectifs. Si c'est bien ficelé, si on suit bien le sens et que à ce moment-là, en pré-compétition, on arrive en étant un peu plus reposé, parce que du coup, il y a l'effet de repos qui arrive, donc en théorie, on est mieux physiquement, donc on est aussi un peu plus allégé mentalement. Voilà, donc toi en termes de pré-compétition, comment tu allèges un peu les choses? C'est quoi l'intérêt? Comment est-ce qu'ils arrivent à être en forme quelques jours avant la compétition? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques qui doivent être absolument mises en place? Comment ça se profile un petit peu? J'avais juste une question avant, parce que en tant qu'on en parlait, ça m'est venu. Est-ce que ce serait intéressant, par exemple, tu parlais vraiment de se rappeler des objectifs, rappeler ce qu'on s'était fixé, rappeler le processus. Est-ce que ce serait intéressant, par exemple, dans les vestiaires, d'imprimer, de mettre une feuille avec les objectifs de l'année? Et comme ça, à chaque fois qu'ils viennent à l'entraînement, à chaque fois qu'ils rentrent dans les vestiaires, c'est écrit. Ils peuvent se le rappeler. Ah oui, c'est vrai, je m'entraîne pour ça. Je m'entraîne pour ça, ça, ça. Est-ce que ça peut être intéressant de le faire ou pas? Ouais, parce que souvent, ça dépend de l'âge, mais souvent, ils s'entraînent pour s'entraîner. Et en fait, ils mettent la responsabilité un peu sur l'entraîneur. Ah, mais moi, je sais pas l'objectif de la séance, c'est mon coach qui va me dire aujourd'hui. Ah ouais, mais non. Enfin, oui, mais non. Enfin, d'accord, mais tu dois aussi avoir un objectif de fond, tu sais pourquoi tu t'entraînes. Donc ouais, je trouve ça assez pertinent. Ok, bon, je vais tester. Je testerai l'année prochaine. Mais ok, je note. Et oui, du coup, pour la pré-compétition, donc on sort de cette période de charge un peu compliquée et on va rentrer progressivement dans une période de pré-compétition et de compétition ensuite. Donc cette période de pré-compétition, c'est là on va travailler, on va faire un petit peu plus d'intensité. Les bateaux du coup en aviron, ça va commencer à être déterminé, donc la composition des équipages vont commencer à être déterminée, on va tester des choses et faire un peu plus d'intensité, d'allure de course, etc. pour voir ce que ça donne et bosser des petits points techniques qu'on ne peut pas forcément voir quand on est en endurance, qu'on est sur un rythme qui est plus bas, etc. C'est des choses qu'on ne peut pas forcément voir. Donc des fois, de temps en temps, de mettre un peu d'intensité, un peu de vitesse, ça permet de déceler d'autres choses. Et du coup, bosser sur la cohésion des équipages, la cohésion du groupe aussi en entier, et du coup créer des petites routines, des routines d'échauffement, comme on a parlé dans les épisodes précédents, routine d'échauffement, routine de récupération. Je sais que mes jeunes, quand je leur dis on part s'échauffer, ils savent que c'est 1h10, 1h avant, je commence à aller courir, je fais mes petits échauffements, etc., ma mobilité, je fais un petit peu d'intensité sur ma course à pied, puis je sais que 35-30 minutes avant, je dois être sur l'eau pour finir mon échauffement spécifique. Donc ça, c'est des trucs ancrés et c'est à ce moment-là qu'on vient le rappeler avant les compétitions, en pré-compétition. Et du coup, c'est une période où le volume il va être peut-être un peu plus faible et on va augmenter l'intensité. La charge d'entraînement elle va être plutôt similaire que notre période de charge, mais du coup, on va contrebalancer, on va rééquilibrer en refaisant un peu d'intensité, mais en le faisant un peu moins longtemps. Du coup tout est une question d'équilibre à chaque fois. Il faut bien prendre conscience qu'on peut faire des semaines qu'on appelle rouges, où la charge d'entraînement va être très costaud, mais du coup, ça veut dire que les semaines suivantes, je vais devoir décharger petit à petit et repasser en semaine verte où la charge d'entraînement est un peu plus faible et plus tenable. On ne peut pas rester sur des semaines rouges en permanence. Et du coup, c'est important pour les entraîneurs, je trouve, de calculer la charge d'entraînement. Vous le faites comme vous voulez, mais il faut que vous ayez un moyen de calculer cette charge. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, l'intensité fois le volume. Donc la durée de l'entraînement fois, par exemple, le ressenti. Je sais qu'une séance de vitesse, une séance de sprint, on ne sera pas sur du 10 sur 10 parce que ce n'est pas la compétition. On sera peut-être sur un 6 ou un 7 sur 10
parce que certes je mets de l'intensité, mais j'ai beaucoup de récupération quand même. Donc l'ensemble de la séance, au final, je vais pouvoir le noter peut-être sur un 7 sur 10. Et je sais que 30 minutes fois 7, et j'ai ce nombre-là, c'est ma charge d'entraînement. Et du coup, je peux faire ça pour chaque entraînement et du coup, ça me calcule ma charge d'entraînement pour la semaine. Et je sais que la compétition, c'est un 10 sur 10, forcément. Je sais que quand je mets une séance de récup, on sera sur un 4 ou un 5 sur 10, ça ne peut pas être plus haut. Donc voilà, c'est vraiment jouer avec ces trucs-là. Il faut que ce soit propre à chaque entraîneur. J'ai ma manière de fonctionner et un autre entraîneur va avoir une autre manière de fonctionner. Mais tant qu'on arrive à calculer et voir les différences entre les semaines où on charge beaucoup et les semaines où on décharge, c'est le principal. Et il faut que ce soit visible pour nous, visible pour les athlètes aussi, qui savent dans quelle semaine on est. Ouais, et du coup, est-ce que tu leur expliques ce fonctionnement-là? Est-ce que tu leur dis, là, c'est une semaine qui va être chargée, ou tu leur laisses un peu la surprise et ils se rendent compte par eux-mêmes, ou est-ce que tu vas passer par de l'explication, et est-ce que tu penses que ça va avoir un impact aussi sur oh non, j'ai pas envie de faire cette semaine, ça va être dur, ou tu préfères ne rien leur dire et tu vois qu'il y a des comportements qui sont différents? Alors pour l'instant, on part sur le principe où on dit rien. C'est-à-dire que quand ils arrivent, ils savent pas la séance qu'ils vont faire. Enfin, ils savent à peu près parce que de semaine en semaine, c'est plus ou moins la même chose. Mais je veux dire, ils savent pas le contenu de la séance en réel. Ils savent que le mardi, ils sont plutôt sur l'ergomètre. Donc, mais ils connaissent pas la séance en elle-même. Donc pour l'instant, on part sur ce principe-là. Moi, je sais que quand je ramais, j'avais les séances affichées. J'avais tout le mois, j'avais au moins 2 semaines affichées sur un tableau et je savais ce que j'allais faire la journée. Enfin, je connaissais la séance, mais je venais quand même m'entraîner. Enfin, je savais pourquoi je m'entraînais, donc ça me dérangeait pas de savoir ce que j'allais faire. Mais je sais que certains, en voyant les séances écrites au tableau, surtout ceux qui sont un peu, qui sont dans la compétition, mais pas trop, en regardant la séance au tableau, ils vont se dire oh non, j'ai pas envie de faire cette séance et ils vont pas venir à l'entraînement. Donc c'est un peu qui tout double. Mais moi, je suis plutôt partisane d'afficher. Parce que j'avais bien aimé moi quand c'était le cas et puis honnêtement ça me saoule un peu que chaque jour d'entraînement tous les jeunes viennent me voir. Irina, on fait quoi aujourd'hui? On perd un temps fou et du coup alors qu'on pourrait, la séance ça pourrait être écrite, ok on fait ça, je sais que je dois faire tel bateau et c'est bon on y va quoi. Et je trouve qu'on perd du temps énorme. Donc ça va être une remédiation pour l'année prochaine. Et du coup, pourquoi pas, je pensais pas leur mettre, mais du coup, pourquoi pas mettre, ok, cette semaine on est en semaine rouge, donc ça va être dur. La semaine prochaine on est en semaine verte, donc ce sera plus tranquille. Mais rappelez-vous pourquoi on le fait. Les séances rouges, les semaines rouges, elles sont importantes parce que ça permet de rendre la compétition plus facile ou voilà, après vous allez être fatigué, mais la semaine verte, on va pouvoir récupérer, donc ça va vous sembler plus simple, etc. Donc il y a toujours... on parle de surcompensation à l'entraînement. C'est-à-dire que je vais faire une semaine de charge où je vais taxer l'organisme et ça va descendre. Si on fait une courbe, ça va descendre, descendre, descendre. Puis je vais remonter en semaine verte où je vais pouvoir récupérer, faire une deuxième semaine verte où je vais pouvoir encore récupérer un petit peu et je vais retrouver un niveau plus élevé que mon niveau initial. Et en gros, l'objectif de l'entraînement, c'est ça, c'est de faire une surcompensation. Et cette surcompensation, elle se voit, s'observe par un niveau de forme plus élevé, ou des compétences ou des capacités plus élevées que mon niveau initial de départ quand j'ai commencé ma semaine de charge. Et après, on repart sur une semaine de charge, etc. Donc c'est vraiment ça qu'on cherche à l'entraînement. Et peut-être pour que ce soit visible pour eux, ce serait intéressant de l'afficher. Et en plus de ça, j'ai l'impression que les générations actuelles, elles ont besoin de sens pour beaucoup de choses. Il y a besoin d'expliquer beaucoup de choses. Pourquoi on fait ça? Ah oui, d'accord, ok, je comprends. Pourquoi je tiens ma rame de cette manière et pourquoi je la tiens pas d'une autre manière? Pourquoi l'aviron, c'est jambes, dos, bras et c'est pas dos, bras, jambes, enfin j'en sais rien. Donc voilà, ils ont besoin d'énormément d'explications. Et alors que les générations passées, je pense à ma génération et même celle d'avant surtout, en fait c'était ok c'est comme ça, c'est pas autrement et je fais comme ça. Ils cherchaient pas forcément à comprendre. Alors que là ils posent énormément de questions, donc je pense que pour que ce soit plus visible pour eux,
ce sera intéressant de le faire. Et du coup, en préparation mentale, comment tu t'adaptes cette pré-compétition, enfin, qu'est-ce qui se passe au niveau de la prépa pour anticiper ces compétitions-là? Ouais, en pré-compétition, ça dépend de combien de temps avant, mais en fait, là, on va un peu redéfinir les objectifs vraiment précis sur le jour J, parce qu'en théorie, les objectifs d'avant ont déjà été faits. Pour aller vraiment ramener de la confiance, je me rappelle de ce que j'ai bien fait, je me rappelle que j'ai bien fait ma semaine rouge justement, et donc je fais confiance au processus, je vais arriver en forme, et je serai en forme le jour J. Après, on va vraiment chercher les choses qui peuvent freiner, donc dans le process, voilà, comme je disais, si j'ai du stress, on va apprendre à gérer le stress, etc. Et après, le jour de la compétition, le vrai travail, c'est réussir à se reconcentrer. Si je fais une erreur, s'il y a quelque chose qui me dérange, si j'ai beaucoup de doutes aujourd'hui, j'apprends à me reconcentrer. Parce que c'est facile de se concentrer, mais quand on sort de cette concentration, il faut trouver l'énergie et l'intention de se reconcentrer sur quelque chose. Donc, je reviens dans ma concentration. Et pour ça, c'est un peu comme de la méditation. Je fais l'effort de me rendre compte que je suis concentrée sur en pré-compétition, ça dépend de combien de temps avant, mais en fait, là, on va un peu redéfinir les objectifs vraiment précis sur le jour J. Parce qu'en théorie, les objectifs d'avant ont déjà été faits. Pour aller vraiment ramener de la confiance, je me rappelle tout ce que j'ai bien fait, je me rappelle que j'ai bien fait ma semaine rouge justement. Et donc, je fais confiance au processus, je vais arriver en forme et je serai en forme le jour J. Après, on va vraiment chercher les choses qui peuvent freiner, donc dans le process. Voilà, comme je disais, si j'ai du stress, on va apprendre à gérer le stress, etc. Et après, le jour de la compétition, le vrai travail, c'est réussir à se reconcentrer. Si je fais une erreur, s'il y a quelque chose qui me dérange, si j'ai beaucoup de doutes aujourd'hui, j'apprends à me reconcentrer. Parce que c'est facile de se concentrer, mais quand on sort de cette concentration, il faut trouver l'énergie et l'intention de se reconcentrer sur quelque chose. Donc, je reviens dans ma concentration. Et pour ça, c'est un peu comme de la méditation. Je fais l'effort de me rendre compte que je suis plus concentrée sur ce que je dois faire. Et je reviens sur un point clé, donc un point technique, je suis agressif, j'arrive mieux devant en fonction du sport, etc. etc. Et donc là, je mets en place toutes les stratégies, toutes les routines que j'ai vues avant et que j'ai déjà testées sur des petites compétitions avant. Donc si j'ai une routine pour gérer mon stress, et ben, je la mets en place et c'est naturel. Le but en fait de la compétition, c'est d'arriver en étant fluide, prêt, serein, parce que j'ai testé toutes mes routines avant, je sais exactement ce que je dois faire, l'impact que ça va avoir sur ma performance. Donc j'arrive et je déroule tout simplement les choses. Et ouais, sur les routines de pré et d'après compétition, on avait déjà un petit peu détaillé dans l'épisode précédent, donc s'il y a d'autres choses à aller voir, je vous conseille de revenir sur l'autre épisode. Mais c'est en fait en compétition, ça roule tout seul. S'il y a des petits doutes ou s'il y a des échecs, voilà, après il faut travailler un petit peu sur cette remobilisation, cette lucidité pour repartir. Mais en théorie, en compétition, la chose se déroule. Donc ce qui va être important, c'est surtout l'après. En termes de retour, le bilan, pas à chaud, mais à froid, quelques temps après, dans l'après-compétition, le bilan que j'en fais, l'analyse par rapport à mes objectifs. Est-ce que maintenant, honnêtement, j'ai bien fait tout ce que je voulais faire avant ? Le jour J, est-ce que j'ai bien réussi à tout faire ? Des petits ajustements, parce que souvent, soit on repart pour après, soit ça va me servir pour la saison d'après. Enfin, pour après tout de suite ou pour après dans quelques mois. Donc j'ai besoin de noter, de mettre au clair, et ça me permet d'avoir un entraînement qui est beaucoup plus intelligent, d'apprendre à me connaître aussi. En fait, ta respiration, là, que tu m'as dit avant ma course, j'aime pas ça, donc j'arrive pas à le mettre en place. Ok, c'est pas grave, on va mettre autre chose en place. Au moins, ça te permet de savoir que c'est quelque chose qui te correspond pas, mais c'est pas grave. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'avoir du lien un petit peu dans toute la saison pour préparer ces grosses échéances et pour être autonome, en fait, et mettre du sens, exactement, et ça, c'est super important. Et pour que j'arrive en sachant exactement quoi faire, pourquoi je le fais, et pourquoi... surtout ce que j'ai fait pour préparer le jour J. Donc forcément, j'arrive serein, confiant et j'ai toutes les cartes en main pour bien gérer ma compétition. Après, en termes de récup, en prépa physique, tu parlais un peu de charge, etc. Est-ce que tu conseilles du repos ? Combien de temps après une grosse compétition ? Est-ce qu'il vaut mieux dérouler un peu les jambes, faire du footing, etc. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que du repos total, ça favorise beaucoup mieux la récupération ? Du coup, ça va dépendre de la compétition. C'est-à-dire que
Si c'est ma compétition terminale, donc vraiment mon objectif de fin de saison, après ça, on va plutôt recommander du repos total. C'est-à-dire que peut-être juste après ma course, je vais faire un petit footing de 10-15 minutes, mais si c'est ma dernière course de la journée, autant te dire que nous, on pense qu'à une chose, c'est partir. Donc le footing de fin de fin de course, il est bien gentil, mais on va pas le faire. On va tout démonter, on va rentrer. Donc, et après, les jeunes vont pouvoir se reposer plusieurs jours sans rien faire. Et donc ça, c'est vraiment quand c'est l'objectif final de la saison. Pour les autres compétitions, où on a parlé un peu de points de passage qui vont nous servir à déterminer peut-être un équipage ou peut-être on sait que la concurrence elle est comme ça, donc on va pouvoir ajuster notre objectif. C'est-à-dire peut-être que l'objectif c'était de rentrer en finale, mais au vu de la concurrence et au vu des compétitions qu'on a faites, peut-être qu'on peut jouer la 3e place ou la 2e place ou le podium. Donc voilà, ça va permettre d'ajuster toutes ces petites compétitions-là. Et du coup, déjà pour les préparer, que ce soit... en général, les petites compétitions, on ne les prépare pas vraiment. On ne décharge pas forcément la semaine. Enfin, je veux dire, on garde notre volume d'entraînement qu'on a en général. Si c'est une compétition intermédiaire qui nous permet quand même de nous qualifier, par exemple, au championnat de France, même si notre objectif c'est de faire le podium, il faut quand même se qualifier au départ. Donc peut-être qu'on va décharger 4-5 jours avant, pas besoin d'en faire plus. Et par contre, si c'est un objectif final, là on va prendre un peu plus de temps, on va prendre une dizaine de jours, on va décharger, on va faire beaucoup d'intensité, pas beaucoup de volume vraiment. Et du coup, maximiser notre vitesse, ajuster vraiment des tout petits détails, mais en soi le travail sera déjà fait. Donc en fait, ça sert vraiment à reposer les organismes et pouvoir être prêt le jour J, c'est-à-dire 10 jours avant, je commence à décharger vraiment ma semaine, on repose les athlètes et un jour avant la compétition, je viens faire un peu d'intensité, je viens faire un peu de lactique pour réveiller les organismes et dire ok, demain c'est la compète, donc il faut que je sois prêt. Et ça on le fait de manière régulière. Et du coup, après les compétitions, en général, après une course, après une épreuve, sur la récup, on va être souvent sur du footing. La récup active, c'est prouvé scientifiquement que 30 minutes de récupération active à une intensité basse permet de mieux récupérer que 2 heures, de récupérer autant que 2 heures passivement. Donc autant gagner du temps. Surtout quand on est sur une journée de compétition, où on a peut-être des épreuves qui s'enchaînent, donc il faut récupérer rapidement. Je ne peux pas me permettre de perdre du temps sur de la récupération alors que j'ai 3 heures entre mes 2 épreuves. Si je passe 2 heures de mon temps à récupérer, en fait, 1 heure avant, je dois repartir m'échauffer, mon organisme il n'est pas prêt. Donc la récupération, elle est surtout importante entre les épreuves dans un jour de compétition ou dans un week-end de compétition. Et après, quand la compétition est terminée, en général, on les laisse vraiment repos. Et comme j'ai dit, on veut partir le plus vite possible, donc la récup, on ne la fait pas en général. Et voilà. Mais ça, pareil, c'est des petites routines. Comme on a parlé de l'échauffement, la récupération aussi, c'est une petite routine. Il y en a qui vont s'étirer un petit peu, ça leur fait du bien. Il y en a où ils vont juste aller courir un petit peu, marcher, et puis se retrouver avec leurs copains, pouvoir discuter de la course, ou peut-être ne pas en discuter du tout. Ça va dépendre. Mais c'est des temps qui sont hyper importants pour faire des petits points, pour se recentrer. Ok, ma course elle est passée, la course suivante c'est ça. Faut que je commence à me concentrer là-dessus, surtout qu'elle est dans 3 heures, donc il faut que je me prépare déjà. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en préparation mentale pour anticiper, pouvoir préparer ces changements d'épreuve, par exemple, je viens de récupérer, ok, comment je peux améliorer ma récupération et pouvoir me concentrer sur ce qui vient tout de suite après. Comment tu peux gérer ça ? C'est un peu cette question de concentration, je me détache un petit peu puis je me reconcentre. Donc en soi, c'est des choses basiques et ça va aussi un petit peu dépendre des sports ou de la pratique.
Ça va dépendre de la concentration. Parce que par exemple, un sport cérébral comme les échecs, c'est pas la même concentration qu'un sport physique comme une course d'aviron. Donc c'est pas les mêmes mécanismes cérébraux qui sont enclenchés. Donc on n'a pas besoin des mêmes facteurs pour récupérer. Sur de l'aviron, c'est vrai qu'aller marcher un petit peu ou simplement se poser, se reposer, écouter un peu de musique, discuter avec les copines, ça aide déjà un petit peu à sortir un petit peu. Mais il faut trouver l'énergie de revenir directement après dans l'échauffement, je repars, etc. Mais ça peut se travailler. Ça se travaille sur les petites compétitions, ça se travaille à l'entraînement aussi. Quand je fais une pause, après je me reconcentre. Et c'est aussi beaucoup de compréhension. Parce que j'ai beaucoup d'automatisme dans mon sport. Parce que je fais ce mouvement depuis tellement de temps que c'est automatique. C'est quasiment aussi automatique que de la marche ou de la course. Donc, naturellement, mon cerveau va modifier, par exemple, s'il y a une vague, s'il y a une bouée, je vais modifier un peu mon geste. Peut-être qu'il faut que je mette un petit peu de concentration dessus. Mais le reste de ma concentration va aller sur la gestion de la course, relancer, où est-ce que je suis où est-ce que je suis dans cette course-là, communiquer avec les adversaires, avec mes coéquipières plutôt, pour bien gérer. Le reste de ma concentration, ça va pas être sur ma technique, mais sur des éléments précis, sur passer au-dessus des vagues, bien appuyer sur les mains, aller jusqu'au bout du geste. Mais sur le mouvement classique, en théorie, ça va. On a 2-3 points de vigilance. Parce que en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans mes automatismes, ça demande quasiment peu d'énergie à mon cerveau. Parce que l'automatisme, c'est plus les structures cérébrales qui vont déclencher ce mouvement, c'est des petits noyaux bien profonds au niveau du cerveau qui vont faire leur vie et qui vont déclencher ce mouvement-là. Donc ça demande très 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 peu d'énergie. Donc ça veut dire que cette concentration-là, je peux l'avoir sur autre chose. Et si je prends conscience de ça, ça fait que je peux me sentir un peu moins fatiguée. Parce que je suis rassurée sur le fait que mon geste, il peut dérouler tout seul. Si je ferme les yeux, si je change d'embarcation, je refais exactement le même geste en temps normal. Il y a un petit peu de quoi s'adapter, mais c'est comme quand je vais marcher, quand je vais courir. S'il y a un caillou, eh ben, je vais anticiper. S'il y a un trottoir, je vais pouvoir lever plus la jambe. C'est la même chose. Donc ça me demande très peu d'énergie. Donc si j'ai ça en tête, ça veut dire que je peux vraiment optimiser cette concentration-là. Et sur les phases après où je suis plus dans ma course, eh ben, je me détends tranquillement et je fais l'effort de revenir dans ma concentration. Et ça se travaille. Avec de la méditation, comme j'expliquais tout à l'heure, ou simplement quand je suis en compétition, quand je fais une pause dans mon entraînement, je fais l'effort de me reconcentrer naturellement. Par contre, sur des sports un peu plus cérébraux, là, il faut activer un petit peu d'autres zones. Donc, je vais marcher dehors, je me reconnecte un petit peu à mon corps parce que j'étais très dans mon mental, très dans mes pensées. Donc là, je vais me reconnecter un petit peu à mes sensations, faire attention à mon environnement, je me reconnecte à mes 5 sens. Alors que naturellement, dans un sport, on est plus connecté à ses 5 sens, à ses ressentis, à la douleur, à tout ce qui se passe. Donc, je change un petit peu. Si je suis très sportif, eh ben, je me reconcentre un peu sur mes pensées, j'écoute de la musique, je discute. Et si je suis très cérébral, je me reconnecte à mes 5 sens, à mon environnement. En gros. Voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter, d'autres questions ou Juste parler un peu de la période après les compétitions terminales, enfin après la compétition terminale qui est très importante et je trouve qui est trop négligée, surtout quand on rentre dans du sport de haut niveau. Où je prends l'exemple de l'aviron où les compétitions elles s'éternisent jusqu'à fin juillet, début août et on demande aux athlètes de reprendre début septembre voire fin août parce que en fait il faut quand même préparer la saison avant. Donc en fait ce qui leur laisse une semaine ou 2 semaines de répit pour faire autre chose, ce qui n'est vraiment pas assez. Et je me rappelle il y a 15-20 ans où dans cette même discipline, les athlètes prenaient un mois sans aller à l'aviron, sans rien faire. Enfin, rien faire, ils faisaient des trucs de leur côté, mais ils ne faisaient pas d'aviron. Et c'est ce qu'on fait aussi avec les jeunes, ou même en club. Enfin, c'est ce qui se passe parce que il y a des stages d'été, mais je veux dire, on est moins dans la performance, on n'est pas dans l'entraînement. Donc s'ils veulent venir, on les laisse venir. Mais en soi, ils sont libres déjà de partir en vacances et de faire vraiment ce qu'ils veulent. Donc, et je trouve plus on a avancé dans le temps, moins on a eu cette période-là de transition qui est très importante, cette période de récupération, déjà pour reposer les esprits, se dire ok, c'est bon, ma saison elle est terminée, je décompresse, je pense plus à mon objectif, j'y ai pensé toute l'année. Donc là, c'est le moment où vraiment je me retrouve, je passe du temps avec mes proches, je pars en vacances, je m'autorise de faire une autre activité, je m'autorise peut-être de sortir de mon régime parce que si je fais un sport avec une catégorie de poids, c'est peut-être un peu plus compliqué pour moi.
Donc voilà, il n'y a plus de restrictions. C'est le moment où je lâche un peu prise et c'est un peu la récompense, en fait. Et même si l'objectif final devrait être la récompense et la performance au bout, si jamais ça ne se passe pas comme prévu, et ben, je vais avoir besoin de temps pour revenir. Et si on laisse 1 semaine, 2 semaines, c'est vraiment pas assez. Donc vraiment prendre conscience que cette période elle est importante pour les athlètes. Et chez les jeunes qui ont envie de venir tout l'été, etc., c'est bien, mais il faut quand même créer un petit peu de manque. Ça, pareil, c'est hyper important, créer le manque de l'activité pour qu'ils se disent « Ah ouais, je suis content de revenir, c'est bon ». Alors que si c'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais, déjà à l'âge de 15 ans, bah, qu'est-ce que ça va être quand il aura 20, 22 ans là, on ne lui laissera plus l'occasion de s'arrêter. Donc quand il voudra s'arrêter, il ne pourra pas le faire. Et peut-être que ça va devenir vraiment routinier, peut-être qu'il va lâcher la discipline, peut-être que... Enfin, voilà. Donc, prendre les choses dans l'ordre et vraiment par étapes, surtout avec les jeunes, on a le temps. C'est-à-dire que si c'est la gymnastique, oui, en gymnastique, on sait que les meilleures performeuses mondiales, elles ont 18 ans, donc on n'a pas trop le temps. Par contre, en aviron, on sait que c'est un sport à maturité tardive, comme le ski de fond, comme le trail, comme la course à pied. Voilà, on a le temps de construire des athlètes. Donc à 25 ans, à 30 ans, je suis encore dans mon pic de forme, il n'y a aucun souci. Donc les gamins qui ont 15 ans, ils veulent s'entraîner comme des champions olympiques. C'est bien d'avoir de l'ambition, mais il faut quand même les freiner un petit peu, qu'ils ne soient pas dégoûtés de l'activité et qu'ils n'en fassent pas trop tout de suite. Parce qu'après, comment on progresse si à 16 ans, je m'entraîne déjà 10 fois par semaine, comment je vais pouvoir progresser et comment je vais pouvoir augmenter mon volume progressivement? Je ne pourrais pas, j'ai déjà plus de place. Donc voilà, et puis je serais déjà tellement dans mon activité que j'aurais déjà pas de place pour le reste, et donc après, ça va être encore pire. Donc voilà, petit aparté sur cette période qui me paraît importante. Est-ce que tu es du même avis? Ouais, je suis du même avis. C'est vrai qu'il faut trouver un peu cet équilibre. Il faut prendre des pauses. Voilà. Une fois que j'ai atteint mon objectif, je m'accorde, comme tu dis, ce petit plaisir de ok, je pense à autre chose, je profite de mon été et je reviens après motivée, en fait, la saison prochaine, tout simplement. Oui, c'est ça. Sans la crainte de perdre mon niveau, ou voilà. Forcément, c'est quelque chose qui va arriver, j'arrête de m'entraîner. Donc, même si je fais pas mon activité, je fais d'autres choses à côté, même si je fais mon activité, ça va être difficile de maintenir mon niveau. Donc, mais c'est pas gênant. Il faut en profiter pour justement faire d'autres choses, développer peut-être d'autres qualités physiques qu'on n'a pas le temps de développer en saison. Je sais pas, ça peut être de la coordination, ça peut être, je sais pas, travailler mon pied, parce que le pied c'est important, ça reste ce qui me soutient toute la journée, donc pour pouvoir pareil encaisser le nombre d'entraînements, etc. Il faut que j'ai quand même les pieds solides. À part, je connais même pas de sport où on n'utilise pas ses pieds en fait. Peut-être la natation, et encore, parce qu'il y a les battements, je sais pas. Tous les handisports, mais sinon pour des valides on se sert de notre pied tout le temps, peut-être en équitation à la rigueur, ou les sports où c'est pas le corps qui fonctionne, quoi. oui voilà, c'est ça, ou c'est via un autre outil, mais remarque, même en vélo où on a un outil, on est autoporté, même en aviron on est autoporté, on a quand même je pensais au poker ou aux échecs. Voilà, ouais, des sports un peu plus cérébraux, carrément. Où là, c'est peut-être un peu moins important, mais peut-être que c'est l'occasion de développer un peu plus son physique, pour le coup, qui est important. Pareil, je pense en échec, si je fais des tournois de plusieurs heures, de plusieurs jours, physiquement, si je tiens pas la route, je vais avoir du mal, quoi. Même si le cerveau il fonctionne, mon corps il va me dire stop, je vais être fatiguée. Je vais pouvoir me concentrer correctement. Voilà, il faut tenir quand même. Donc c'est important ça. Dans tous les sports. Totalement. Voilà, c'était ce que je voulais rajouter. C'était le mot de la fin. C'était le mot de la fin, exact. Et j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, nous, ça nous a plu.
N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute, nous laisser un petit commentaire, nous envoyer un mail aussi, on a nos adresses mail dans la description. Si vous avez des questions, on y répondra avec plaisir. Voilà. Et puis si vous avez des idées de sujets qu'on peut aborder, pareil, n'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux ou par mail ou sur vos applications pour qu'on puisse les aborder. Et à plus tard pour un prochain épisode. À bientôt.